Avec l'équipement moderne, le GPS, les prévisions satellites et l'oxygène supplémentaire, l'humanité a gravi presque toutes les grandes montagnes de la Terre. L'Everest seul a été conquis des milliers de fois, parfois par des centaines d'alpinistes en une seule saison. Par tous les critères, l'alpinisme n'a jamais été aussi avancé. Et pourtant, il existe encore des montagnes qu'aucun être humain n'a jamais gravies. Non pas parce qu'elles sont trop abruptes, non pas parce qu'elles sont trop dangereuses, mais à cause de forces qui n'ont absolument rien à voir avec la montagne elle-même. Certaines sont protégées par la religion, d'autres se dressent au cœur de zones de guerre actives, d'autres encore sont tout simplement interdites par la loi. Aujourd'hui, nous explorons 5 montagnes vierges, 5 sommets où aucun pied humain ne s'est jamais posé. Et les raisons pour lesquelles ils demeurent intouchés nous en disent plus sur l'humanité que sur les montagnes elles-mêmes. Commençons. Le mont Kailash s'élève à 6638 mètres au-dessus du plateau tibétain, dans l'une des régions les plus reculées du Tibet occidental. Ce n'est pas la plus haute montagne de l'Himalaya, loin de là, mais c'est peut-être la plus puissante. La montagne se dresse presque seule dans le paysage, une pyramide quasi parfaite de roches noires saupoudrées de neige. La symétrie est si précise, si géométrique, qu'elle ne semble pas naturelle. Elle semble sculptée, délibérée, sacrée. Et c'est exactement ce qu'elle est. Le mont Kailash est sacré pour 4 grandes religions. Dans l'hindouisme, on croit qu'il est la demeure du seigneur Shiva, où il siège en méditation éternelle. Là, au sommet du monde, le Dieu destructeur et créateur contemple l'univers depuis des millénaires. Les bouddhistes le considèrent comme la manifestation terrestre du mont Meru, l'axe du cosmos, le centre même de l'univers. Pour les adeptes du jaïnisme, c'est ici que leur premier prophète, Rishabhadeva, a atteint l'illumination. Le sommet marque le lieu de sa libération spirituelle. Et dans l'ancienne religion Bön du Tibet, antérieure au bouddhisme, Kailash est le siège de tout pouvoir spirituel, la source d'où émane toute énergie sacrée. 4 traditions, des centaines de millions de croyants, une seule montagne. Chaque année, des milliers de pèlerins entreprennent le voyage vers Kailash. Un voyage qui peut prendre des semaines à travers les hauts plateaux tibétains, où l'air est rare et le froid impitoyable. Mais ils ne viennent pas pour gravir la montagne, ils viennent pour en faire le tour. Le rituel s'appelle la Kora, un circuit de 52 km autour de la base du mont Kailash. Une circumambulation sacrée qui, selon les croyances, purifie l'âme et efface les péchés d'une vie entière. Certains pèlerins le complètent en une seule journée. Une marche épuisante à plus de 5000 mètres d'altitude, où chaque pas est une lutte contre le manque d'oxygène. D'autres prennent 3 jours, s'arrêtant dans les monastères qui jalonnent le chemin. Des lieux de repos où les moines offrent du thé au beurre de yak et des prières. Les plus dévots se prosternent pour chaque pas. Imaginez cela. S'allonger complètement sur le sol, se relever, faire un pas en avant et recommencer, encore et encore, pendant 52 km. Pour ces pèlerins, le voyage peut prendre des semaines. Leurs mains et leurs genoux sont protégés par des planches de bois et du cuir. Leur front touche la terre des milliers de fois. C'est un acte de dévotion absolue. Mais personne ne grimpe. Ce n'est pas parce que l'escalade est techniquement difficile. Kailash est abrupte, certes, mais les alpinistes ont conquis des parois bien plus redoutables. Des phases verticales de glace, des crêtes exposées au vent de 200 km/h, des passages où un faux pas signifie une chute de plusieurs milliers de mètres. La raison pour laquelle personne ne grimpe Kailash est plus simple et plus absolue. C'est interdit. Le gouvernement chinois, qui contrôle le Tibet, n'a jamais délivré un seul permis d'escalade pour le mont Kailash. Pas un. Jamais. Dans les années 1980, Reinhold Messner, sans doute le plus grand alpiniste de l'histoire, a demandé la permission de gravir Kailash. Messner avait déjà gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres, beaucoup d'entre eux en solitaire et sans oxygène.
Il avait réalisé des choses que les gens disaient impossibles. Il avait repoussé les limites de ce que le corps humain peut endurer. Il a demandé aux autorités chinoises s'il pouvait tenter Kailash. Il a même proposé d'en faire un geste symbolique. Il a promis de ne pas poser le pied sur le sommet lui-même, juste de s'en approcher. La réponse fut non. Au fil des décennies, il y a eu des rumeurs, des murmures de tentatives secrètes, des histoires d'alpinistes qui se seraient enfoncés dans les étendues sauvages autour de Kailash et n'auraient jamais été revus. Mais il n'y a aucune preuve, aucune photo, aucun témoin, aucun sommet confirmé. En 1926, l'explorateur britannique colonel R.C. Wilson a effectué un relevé topographique de la montagne. Mais il n'a fait aucune tentative pour la gravir. Il comprenait ce que représentait Kailash. En 1936, l'alpiniste autrichien Herbert Tichy a mené une reconnaissance. Mais il n'est pas allé plus loin. Lui aussi comprenait. Ce qui rend le mont Kailash unique parmi les sommets non gravis, c'est ceci. Il n'est pas interdit à cause de la politique d'un seul gouvernement. Il n'est pas protégé par la croyance d'une seule religion. Il est protégé par un rare consensus mondial. Hindous, bouddhistes, jaïns et pratiquants du Bon, représentant bien plus d'1 milliard de personnes, s'accordent tous pour dire que cette montagne doit rester intouchée. Et le gouvernement chinois, malgré sa relation compliquée avec le bouddhisme tibétain, malgré des décennies de tensions politiques, a honoré cette croyance. Dans un monde où presque tout a été commercialisé, où chaque frontière a été conquise et monétisée, où des sommets himalayens sont devenus des produits touristiques vendus aux plus offrants, le mont Kailash demeure une exception. C'est une montagne que l'humanité a collectivement décidé de laisser tranquille. Non pas parce que nous ne pouvons pas la gravir, mais parce que nous avons choisi de ne pas le faire. Et ce choix, cette retenue, pourrait bien être plus remarquable que n'importe quel sommet jamais atteint. Machaputchare se dresse à 6993 mètres dans la région de l'Annapurna au Népal. À seulement 7 mètres du cap des 7000 mètres, son nom signifie « queue de poisson » en népalais. Et le double sommet distinctif de la montagne ressemble exactement à cela. Une queue de poisson fendant les nuages. Si vous avez déjà fait le trek jusqu'au camp de base de l'Annapurna, vous avez vu cette montagne. Elle domine l'horizon. Elle s'élève de manière spectaculaire au-dessus de la vallée, ses pics blancs captant les premières et les dernières lumières du jour. Au lever du soleil, Machaputchare devient dorée. Au crépuscule, elle s'embrase d'un rose et d'un orange surnaturels. Les photographes attendent des heures pour capturer cette lumière. Mais contrairement aux autres géants qui l'entourent, l'Annapurna, le Dhaulagiri, le Manaslu, personne n'a jamais posé le pied sur le sommet de Machaputchare. La montagne est sacrée pour le peuple Gurung, le groupe ethnique autochtone de cette région. Ils croient que Machaputchar est la demeure du dieu Shiva. La gravir serait une violation profonde de leurs croyances les plus intimes. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'alpinisme, cette croyance a été respectée de manière informelle. Les alpinistes connaissaient la signification spirituelle de Machaputchar et gardaient leur distance par respect. Mais en 1957, le gouvernement népalais a décidé de tester si la montagne pouvait être gravie. Ils ont délivré un seul permis. À une expédition britannique dirigée par le lieutenant-colonel Jimmy Roberts, une figure légendaire de l'alpinisme himalayen. Roberts connaissait la région mieux que quiconque. Il avait passé des années à explorer les vallées autour de l'Annapurna. L'équipe comprenait Wilfried Noyce et A.D.M. Cox, tous deux alpinistes expérimentés. Des hommes qui avaient gravi certaines des montagnes les plus difficiles des Alpes et de l'Himalaya. Ils ont établi un camp de base et ont commencé à progresser sur la face sud. L'escalade était difficile, mais pas impossible. La glace était raide par endroits. Les passages rocheux nécessitaient une technique précise, mais c'était dans leur capacité. La météo coopérait, pas de tempête majeure, pas de vent qui les aurait repoussés. L'itinéraire était à leur portée. En mai 1957, Noyce et Cox ont poussé vers le sommet.
Ils ont grimpé de plus en plus haut, camp après camp. Chaque jour les rapprochait du sommet. Jusqu'à ce qu'ils atteignent un point situé approximativement entre 50 et 150 mètres sous le sommet. Ils pouvaient le voir. Le point le plus élevé, si proche qu'ils pouvaient distinguer les cristaux de glace scintillant au soleil. Une dernière poussée les y aurait amenés. Quelques heures d'escalade, peut-être moins. Le sommet était à portée de main, et ils se sont arrêtés. Pas à cause de la météo, le ciel était dégagé. Pas à cause d'une panne d'équipement, leur matériel fonctionnait parfaitement. Pas parce qu'ils étaient épuisés, ils avaient encore de l'énergie. Ils se sont arrêtés à cause d'une promesse. Avant le début de l'expédition, l'équipe avait conclu un accord avec les chefs Gurung locaux. Ils pouvaient tenter la montagne, ils pouvaient grimper aussi haut qu'ils le souhaitaient, mais ils ne violeraient pas le sommet lui-même. Noyce et Cox ont honoré cette promesse. Ils ont fait demi-tour à portée du sommet et sont redescendus. Cela reste l'un des actes de retenue les plus remarquables de l'histoire de l'alpinisme. Réfléchissez à ce que cela signifie. C'étaient des grimpeurs qui avaient passé des semaines à arriver à ce point, qui avaient investi un effort et un risque énorme, qui se tenaient plus près d'un sommet non gravi que peut-être quiconque ne l'avait jamais été. Le sommet était là, à quelques dizaines de mètres, visible, atteignable. Et ils sont partis, parce qu'ils avaient donné leur parole. Cette expédition de 1957 a été la première et la dernière fois que quiconque a été autorisé à grimper Machapuchare. Le gouvernement népalais a rendu une interdiction permanente. Aucun permis d'escalade n'a été délivré depuis. Cette décision est particulièrement frappante lorsque vous considérez l'économie du Népal. Le pays dépend fortement du tourisme d'alpinisme. L'Everest à lui seul génère des millions de dollars chaque année. Les permis, les guides, les Sherpas, les hôtels, le transport. C'est une industrie massive. Mais Machapuchare n'est pas à vendre, à aucun prix. La montagne reste visible et célèbre. Des dizaines de milliers de randonneurs passent devant chaque année sur le chemin du camp de base de l'Annapurna. Ils la photographient, ils l'admirent, ils s'émerveillent de sa beauté, mais ils ne la grimpent pas. Dans les décennies depuis 1957, la technologie d'escalade a progressé de manière spectaculaire. Des voies autrefois considérées comme impossibles sont maintenant des itinéraires standards. Des montagnes qui ont vaincu les meilleurs alpinistes des années 1950 sont maintenant gravies régulièrement. Mais Machapuchare demeure intouchée. Non pas parce qu'elle est trop difficile, mais parce qu'une promesse a été faite et qu'une culture a été respectée. Dans un sport souvent défini par la conquête, cette retenue est sa propre forme de victoire. Apsarasas Kangri 1 s'élève à 7243 mètres dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre. Non pas à cause de l'altitude, non pas à cause de la météo, mais parce qu'elle se trouve au milieu d'une zone de guerre active. La montagne est située dans la région du glacier de Siachen, un territoire disputé entre l'Inde et le Pakistan. Ce n'est pas un différend frontalier théorique. Ce n'est pas une ligne sur une carte que les diplomates débattent dans des salles de conférences climatisées. C'est un véritable champ de bataille où deux armées maintiennent des positions depuis 1984. Le glacier de Siachen est le champ de bataille le plus élevé du monde. Des soldats sont stationnés au-dessus de 6000 mètres, dans des conditions qui tueraient la plupart des gens en quelques jours. Les températures descendent à moins 50 degrés Celsius. Les vents dépassent les 100 km/h. L'air contient à peine la moitié de l'oxygène disponible au niveau de la mer. Plus de soldats sont morts du froid que des combats. Les engelures sont routinières. Les doigts et les orteils noircissent et doivent être amputés. Les yeux gèlent dans leurs orbites si les lunettes ne sont pas portées en permanence. Les avalanches sont constantes. Des masses de neige et de glace se détachent sans avertissement, ensevelissant des postes entiers. L'œdème pulmonaire de haute altitude tue des soldats dans leur sommeil. Leurs poumons se remplissent de liquide. Ils se noient dans leur propre corps. Les deux armées perdent des hommes régulièrement, non pas à cause de balles, mais à cause de la montagne elle-même. Et au milieu de ce conflit gelé se dresse Apsarasas Kangri. Le nom vient de la mythologie hindoue et bouddhiste. Les Apsaras sont des danseuses célestes dans la cour des dieux, des êtres de beauté et de grâce qui divertissent les divinités. C'est un nom magnifique pour une montagne enfermée dans une réalité si laide.
Personne ne sait avec certitude si Apsarasa Skangri 1 a déjà été gravi. Il y a des rapports non confirmés selon lesquels des équipes d'alpinisme de l'armée indienne auraient pu tenter l'ascension. L'armée indienne maintient des unités d'élite de guerre en haute altitude. Ce sont des soldats alpinistes formés qui mènent des opérations dans des conditions extrêmes. Il est possible que certains aient tenté des sommets dans la région de Siachen. Mais s'ils ont atteint le sommet, cela reste classifié. Aucune photo n'existe. Aucun dossier n'est public. Pour les alpinistes étrangers, la montagne est complètement interdite. Vous ne pouvez pas obtenir la permission d'entrer dans la région du glacier de Siachen. La zone est sous contrôle militaire. Traitée comme une zone de combat active, même pour les civils indiens ou pakistanais, l'accès nécessite une autorisation militaire qui n'est presque jamais accordée. Il n'y a pas de route, pas de village, pas d'infrastructure. Tout doit être acheminé par hélicoptère ou transporté à travers des glaciers truffés de crevasses. Des fissures dans la glace assez larges pour avaler un camion, assez profondes pour qu'on ne touche jamais le fond. L'ironie cruelle, c'est qu'Apsarasa Skangri 1 est probablement gravissable. La montagne n'est pas techniquement extrême selon les standards himalayens. Des alpinistes expérimentés avec un équipement approprié pourraient probablement atteindre le sommet. Les voies ne semblent pas au-delà des capacités de l'alpinisme moderne. Mais rien de tout cela n'a d'importance quand la montagne se trouve derrière des lignes militaires, dans un conflit qui dure depuis plus de 40 ans. Le conflit de Siachen a commencé en 1984, lorsque l'Inde a lancé l'opération Meghdoot, occupant le glacier avant que le Pakistan ne puisse le faire. Depuis lors, les deux pays ont investi des ressources énormes pour maintenir leur position. Des milliers de soldats se relaient, des milliards de dollars ont été dépensés. Pourquoi ? Le glacier de Siachen n'a aucune valeur stratégique, aucune ressource, aucune population. C'est un désert gelé qui ne sert à rien d'autre qu'un symbole de fierté nationale. Mais ce symbole a suffi à maintenir le conflit pendant des décennies. Et tant qu'il continue, des montagnes comme Apsarasa Skangri 1 restent enfermées. Alors Apsarasa Skangri 1 attend. Un géant de 7243 mètres qui pourrait être gravi, mais qui reste intouchable. Parce que les humains ont décidé que tracer des lignes sur des cartes est plus important que de se tenir sur des sommets. La bûche Kang 3 se dresse à 7250 mètres au centre du Tibet. Elle est plus haute que le Denali, plus haute que n'importe quelle montagne des Alpes. Et presque personne ne sait qu'elle existe. Ce n'est pas une montagne qui a été tentée et qui a échoué. Ce n'est pas une montagne protégée par des croyances religieuses. Ce n'est pas une montagne enfermée derrière des lignes militaires. La bûche Kang 3 reste non gravie pour la raison la plus simple qui soit. Personne ne s'est donné la peine d'essayer. La montagne fait partie du massif de l'Abuche Kang. Le plus haut sommet, l'Abuche Kang 1, à 7367 mètres, a été gravi en 1987 par une expédition conjointe sino-japonaise. Mais l'Abuche Kang 3 n'a jamais vu d'équipe d'escalade. La raison est brutalement simple, l'accès. Y arriver nécessiterait des semaines de voyage à travers certains des terrains les plus isolés de la Terre. Il n'y a pas de route, pas de village à des jours de marche, pas d'itinéraire de trekking, pas d'infrastructure. Vous auriez besoin d'une expédition complète juste pour atteindre le camp de base. Embaucher des porteurs ou des yaks pour transporter les fournitures à travers le plateau. Naviguer sans sentiers établis. Faire face aux traversées de rivières et aux cols élevés. Tout cela avant même de commencer à grimper. Et même si vous atteigniez la montagne, vous feriez face à un autre obstacle, les permis. Le gouvernement chinois contrôle l'accès au Tibet. Et obtenir la permission de grimper dans cette région est notoirement difficile. Le processus de permis est opaque, coûteux et souvent arbitraire. Pour l'Abuche Kang 3, il n'y a aucun enregistrement de quelqu'un ayant même demandé un permis. La montagne n'apparaît pas dans les bases de données d'expédition. Elle n'est pas mentionnée dans les revues d'alpinisme. Elle existe principalement comme un point sur les cartes satellites. C'est ce qui rend l'Abuche Kang 3 différente. Elle n'est pas interdite, elle n'est pas sacrée, elle n'est pas dans une zone de guerre, elle est simplement oubliée.
Dans l'alpinisme, il existe une hiérarchie non officielle. Les grimpeurs veulent atteindre des sommets célèbres, des montagnes avec de l'histoire, avec du prestige, avec des noms que d'autres grimpeurs reconnaîtront. L'Everest, K2, le Matterhorn, l'Eiger. Des noms qui portent du poids, des noms qui signifient quelque chose dans la communauté de l'alpinisme. Mais la bûche Kang 3, elle n'a aucune réputation, aucune histoire de tentative, aucun alpiniste célèbre associé à elle. Elle n'offre rien d'autre que le sommet lui-même. Et pour la plupart des grimpeurs, ce n'est pas suffisant. Si vous allez dépenser des dizaines de milliers de dollars, des mois de votre vie, risquer des blessures graves ou la mort, vous voulez que cela signifie quelque chose. Vous voulez grimper une montagne dont les gens ont entendu parler, une montagne qui impressionnera d'autres alpinistes, une montagne qui ajoutera à votre curriculum vitae d'escalade. La bûche Kang 3 n'offre rien de tout cela. C'est une ardoise vierge, une montagne sans histoire. Il existe des sommets de 7000 mètres plus faciles à grimper, des montagnes avec des voies établies, avec des camps de base qui voient des expéditions régulières, avec des guides et des Sherpas qui connaissent le terrain. Pourquoi choisir le cauchemar logistique de la bûche Kang 3 ? La réponse est simple, vous ne le feriez pas. Et personne ne l'a fait. Alors la montagne reste là, année après année, dans un isolement complet. La neige tombe sur ses pentes, le vent érode ses crêtes. Et aucun humain ne la voit, jamais. C'est la réalité de nombreux sommets himalayens. Nous pensons que l'Himalaya est conquis, cartographié, connu. Mais il y a des dizaines de montagnes de plus de 7000 mètres qui n'ont jamais été gravies, simplement parce qu'elles sont trop éloignées ou trop obscures. La bûche Kang 3 en est une, un géant oublié qui reste non gravi. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que, dans le calcul de l'alpinisme moderne, cela n'en vaut pas l'effort. Gangar Poensum se dresse à 7570 mètres à la frontière entre le Bhoutan et le Tibet. C'est la 40e plus haute montagne du monde, et c'est la plus haute montagne non gravie sur Terre. Le nom signifie « pic blanc des trois frères spirituels » en Dzongkha, la langue nationale du Bhoutan. La montagne possède 3 sommets principaux, tous vierges, tous susceptibles de le rester. Contrairement aux autres montagnes de cette liste, Gangar Poensum a été tenté à plusieurs reprises, et chaque tentative a échoué. Entre 1985 et 1986, 4 expéditions ont tenté d'atteindre le sommet. Une équipe britannique en 1985 a été suivie de 3 autres expéditions en 1986. Toutes ont fait face au même problème. Les cartes étaient fausses. Les relevés topographiques de cette région étaient incomplets et inexacts. Les équipes planifiaient des itinéraires basés sur des cartes pour découvrir que le terrain ne correspondait pas à la réalité. Des crêtes qui semblaient gravissables se révélaient infranchissables. Des faces de glace qui paraissaient modérées sur le papier étaient en réalité des murs verticaux. La météo était brutale. Des tempêtes arrivaient sans avertissement, clouant les équipes dans leurs tentes pendant des jours. Les vents faisaient rage avec une telle force que sortir signifiait risquer d'être soufflé de la montagne. Les vents violents rendaient l'escalade impossible, et la montagne elle-même était plus difficile que prévu. Les voies étaient techniques, exposées, dangereuses. De la glace raide qui nécessitait un placement précis des crampons. Des passages rocheux où une erreur signifiait une chute mortelle. Des traversées sur des arêtes étroites avec des chutes de milliers de mètres de chaque côté. Les équipes ont progressé. Elles ont établi des camps d'altitude, mais aucune n'a atteint le sommet. Puis, en 1994, tout a changé. Le Bhoutan a interdit toute escalade sur les sommets de plus de 6000 mètres. La raison officielle était le respect des croyances spirituelles locales. Les montagnes au Bhoutan sont considérées comme sacrées, demeures de divinités protectrices. Les gravir étaient perçus comme une violation. En 2003, l'interdiction a été rendue permanente. Ce n'était pas une mesure temporaire. Le gouvernement du Bhoutan a clairement indiqué que ces montagnes resteraient non gravies pour toujours. Cette décision reflète l'approche unique du Bhoutan en matière de développement. Le pays ne mesure pas le succès par le PIB. Au lieu de cela, il utilise le bonheur national brut, un cadre qui priorise la préservation culturelle, la protection de l'environnement et le bien-être spirituel plutôt que la croissance économique. Dans ce cadre, laisser les montagnes non gravies n'est pas une perte, c'est un choix. Le Bhoutan aurait pu commercialiser Gangar Poensum,
délivrer des permis à 20 000 $ chacun, construire des lodges, embaucher des guides, créer une industrie. D'autres pays l'ont fait. Le Népal a fait fortune avec l'Everest, le Pakistan avec K2. Mais le Bhoutan a choisi différemment. Ils ont choisi de protéger leurs montagnes, de préserver leur caractère sacré, de placer les valeurs spirituelles au-dessus du profit économique. C'est une décision extraordinaire dans le monde moderne. Une décision qui va à l'encontre de presque toutes les tendances économiques mondiales. Il y a eu une exception. En 1998 et 1999, une équipe japonaise a gravi un sommet subsidiaire appelé Liangkang Kangri depuis le côté tibétain. À 7535 mètres, il est légèrement plus bas que le sommet principal de Gangkhar Puensum. Du sommet de Liangkang Kangri, les grimpeurs pouvaient voir le sommet de Gangkhar Puensum. Ils étaient assez proches pour étudier les approches finales, pour voir les voies qui pourraient fonctionner, pour imaginer l'ascension. Mais ils ne pouvaient pas traverser la frontière. Et même s'ils l'avaient pu, l'interdiction du Bhoutan aurait rendu toute tentative illégale. Alors Gangkhar Puensum demeure le point le plus élevé sur Terre où aucun humain ne s'est jamais tenu. Pas le plus difficile, pas le plus éloigné, mais le plus protégé. 5 montagnes, 5 raisons. Le mont Kailash, protégé par plus d'1 milliard de croyants à travers 4 grandes religions. Une montagne si sacrée que même le plus grand alpiniste de l'histoire a été refusé. Macha Picchu, où 2 grimpeurs britanniques se sont arrêtés à 150 mètres du sommet. Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas continuer, mais parce qu'ils avaient fait une promesse et qu'ils ont choisi l'honneur plutôt que la gloire. Apsara Kangri 1, prisonnière d'un conflit gelé depuis 40 ans. Une montagne qui pourrait être gravie, mais qui reste verrouillée derrière des lignes militaires parce que 2 nations ont décidé que la fierté nationale valait plus que la vie humaine. L'Abuche Kang 3, oubliée dans la hiérarchie de l'alpinisme, pas assez célèbre, pas assez prestigieuse. Un géant de 7250 mètres que personne ne se soucie de gravir parce qu'il n'a pas d'histoire. Et Gangkhar Puensum, la plus haute montagne non gravie sur Terre, protégée non par la difficulté, mais par la philosophie d'une nation qui a décidé que certaines choses sont plus importantes que la conquête. Le fil commun n'est pas la difficulté, ce n'est pas le danger, c'est la décision humaine. Religion, guerre, loi, indifférence, philosophie, des forces extérieures à la montagne. Dans une ère de conquête, lorsque presque tout a été commercialisé, lorsque chaque frontière a été franchie et monétisée, ces montagnes se dressent à part, non pas parce que nous ne pouvons pas les gravir, mais parce que nous avons choisi de ne pas le faire, ou parce que nous nous battons les uns contre les autres, ou parce que nous les avons oubliés. Ce choix, cette retenue, pourrait bien être plus remarquable que n'importe quel sommet jamais atteint. Certaines montagnes sont censées rester intouchées. Elles se dressent comme des rappels que tout n'existe pas pour être conquis, que parfois, le plus grand respect que nous puissions montrer est de nous éloigner.